parler aujourd'hui des enjeux éthiques de l'évaluation-certification, parce que c'est une question qui me paraît cruciale aujourd'hui, en particulier à l'heure de l'IA, etc. Mais je ne vais pas parler beaucoup de l'IA parce que je ne connais pas suffisamment bien le sujet. Je vais commencer par une anecdote, en fait. Quand je travaillais à l'UFM de Rouen dans les années 90, j'avais été conviée à un jury pour l'école hôtelière, donc un jury de BEP. Et j'étais invitée à déjeuner en anglais. Donc on était 4 collègues. Il y avait 2 collègues qui s'occupaient d'évaluer les plats. Et puis avec une autre collègue, on évaluait l'anglais de la jeune serveuse qui était là et qui nous présentait les menus et on devait lui poser certaines questions, etc. Et elle devait nous parler avec courtoisie. Voilà, c'était les critères. C'était assez flou, je n'avais pas de grille vraiment, et c'était super. Et j'avais trouvé qu'elle parlait vraiment avec beaucoup d'aisance. J'avais été très impressionnée, parce qu'à l'époque, dans le secondaire, on était plutôt sur accuracy que donc fluency, vous voyez. Et donc là, il y avait vraiment une différence. Bon, quand on pense à des sauteurs à la perche, on se dit, voilà, si la perche tombe, enfin si la barre tombe, c'est raté. Donc c'est assez simple, il n'y a pas vraiment besoin de critères, vous voyez. Mais quand même, l'évaluation s'est beaucoup complexifiée depuis toutes ces années, et pour le domaine des langues en particulier. Donc, alors, je vais faire ça. Voilà. Donc, je voulais en fait commencer par ce que dit Gardner quand il parle de la preuve sur le terrain. Donc voilà, cette preuve dans cette école hôtelière, voilà, si les plats sont réussis, eh bien voilà, il y a une bonne note. Si les plats ne sont pas bons, il y a une mauvaise note. La preuve sur le terrain. Et aussi, il rêvait d'un monde où il n'y aurait plus besoin de tests standardisés, de tests formalisés, de tests psychométriques en quelque sorte. On peut dire aujourd'hui aussi qu'il y a eu une évolution qui s'est faite, par exemple avec l'inspection générale, qui, à la suite d'une enquête auprès des professeurs de langue, que vous connaissez sûrement, qui avait déterminé que les professeurs de langue en particulier ne mettaient jamais en dessous de 5 et ne mettaient jamais non plus la note de 20 sur 20, eh bien, ils avaient recommandé, donc avec l'introduction du cadre européen dans les programmes, de mettre la note maximale lorsque les objectifs caractérisant un niveau avaient été atteints. Donc ça a été une révolution aussi. Voilà, donc, et c'est aussi ce qui est pratiqué pour la formation des enseignants actuellement. Alors, je ne sais pas si la réforme va changer cela, mais en tout cas, les enseignants aujourd'hui sont évalués à partir d'un référentiel de compétences. Et donc, la moyenne pour pouvoir en fait être titularisé, c'est 2 sur 4. Il y a 4 degrés, et donc c'est seulement 2 sur 4. Donc on est bien dans une approche positive où on ne demande pas à un novice d'être expert du premier coup. Vous voyez, donc ça c'est intéressant aussi. Ça rappelle le fait que l'on ait abandonné aussi la norme du locuteur natif, par exemple. Voilà, donc là c'est une citation un peu plus longue que j'aimerais aussi donner en préambule, qui est celle d'un chercheur qui s'appelle Spolsky et qui a travaillé sur l'histoire du testing. Et je trouve assez intéressant ce qu'il dit. Donc d'abord, il parle et il dit que les examens, en fait, ont évolué vers la sélection d'une élite et de la sélection d'une élite vers un effort pour contrôler, donc to control mass education systems. Et il poursuit, the result has been industrialization, so that testing has become big business. Je crois qu'on est tous d'accord. And political concern for accountability are threatening to swamp schools with tests. Donc ça aussi on connaît. Ensuite il dit un peu plus bas, testers have developed guidelines for ethical testing, but there is no enforcement. Il n'y a pas de véritable obligation. Computerization has raised new problems, but not solved old ones.
Voilà, donc c'est de plus en plus complexe en fait. Les questions sont de plus en plus nombreuses. Language testers are open to the implications of language diversity and some propose multilingual testing. But the power of the established systems continues. Donc en fait, il soulève ici la question du sens du testing, de son sens pour celui qui passe le test et pour celui qui le construit aussi. Il ne faut pas oublier. Alors, j'ai une autre citation que j'aime beaucoup aussi, c'est celle... Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Oui, je voulais citer les travaux de Stéphanie Magot, qui est ici, et qui a fait sa thèse sur ces tests sur le CLES, mais qui a comparé avec les tests privés, et qui disait, donc, alors c'était en 2017, mais je crois que le chiffre était de 2015, ou voilà. C'est un marché qui dépasse les 2 milliards de dollars par an, quand même. Hein, voilà. Donc on est tout à fait dans la logique commerçante, commerciale. Alors cette citation de Huver et Springer nous fait aussi réfléchir sur l'éthique. Tout positionnement face à l'évaluation suppose la mise en relation entre des paradigmes épistémologiques, des projets, des valeurs sociopolitiques et ou institutionnelles, des représentations historiquement situées, dessinant des zones de tension, mais aussi conjointement des continuums, des pratiques évaluatives multiples qui renvoient à la fois à des options méthodologiques générales, des situations d'évaluation ou activités d'évaluation et des outils de jugement, des référentiels ou des grilles de critères, par exemple. Donc, aucune évaluation, quelle qu'elle soit, n'est neutre sur un plan éthique, idéologique, etc. Donc, les deux auteurs opposent aussi le paradigme mécaniste au paradigme de la mesure, au paradigme holistique, qui est celui emprunté par le CLES. Donc, ils se servent des travaux de Vial, Bognol et Vial, et ils situent le contrôle du côté du paradigme mécaniste et l'évaluation du côté du paradigme holistique. Alors là, c'est des questions de terminologie qui m'intéressent, mais j'avoue que c'est assez complexe et voilà, il faudrait creuser encore la question. Donc, ma présentation se concentrera sur un aspect qui mérite, à mon sens, réflexion, eu égard à l'évolution sociétale, c'est-à-dire la dimension axiologique de l'évaluation. Il s'agira ici de mieux cerner à la fois pour l'évaluation et pour la certification les enjeux proprement éthiques, d'opérations de mesure plus ou moins fiables, utilisées dans des contextes les plus divers et à des fins qui mériteraient souvent d'être davantage explicitées auprès des publics, auprès des gens qui passent ces tests. La question soulevée est la suivante, donc qui évalue qui, quoi, comment et pourquoi faire? À cette interrogation, donc on s'efforcera de proposer des pistes de réflexion. Plus globalement, on se demandera s'il n'est pas temps, donc à l'heure où la technologie vient remettre en cause de nombreuses pratiques, de se fixer un cap déontologique qui permettrait d'asseoir avant tout l'évaluation et la certification comme un service à la personne, tout en garantissant la scientificité des moyens mis en œuvre. Donc c'est vraiment sur ces deux, cette tension entre le service à l'être humain qui passe cette évaluation et la scientificité, parce qu'il a le droit à une évaluation fiable, valide, etc., qui fait donc l'objet de mon propos. Donc, je commencerai par quelques définitions rapides et un bref historique du testing. J'utiliserai le terme de test et de testing de manière générique pour désigner des évaluations censées attester d'un niveau. Dans le mot attester, il y a le mot test. Puis je me concentrerai sur l'éthique du testing proprement dit, d'après ce que j'ai appris donc, de l'évaluation et de la certification au cours des projets européens auxquels j'ai eu la chance de participer, mais aussi lors de mon travail de plus de 20 ans à l'ADEP en France, et puis aussi de certaines lectures. Et ensuite, je me focaliserai sur l'éthique du CLES, proprement dit, certification qui relève, comme on l'a dit, d'un autre paradigme et dont les membres s'efforcent depuis des années d'améliorer simultanément la scientificité du test en soi et l'intérêt du sujet, de la personne dont les compétences sont évaluées. Pour finir, on se demandera comment le CLES pourrait poursuivre pour son prochain quart de siècle, voire plus, en restant fidèle à cet équilibre donc, entre scientificité du test et service à la personne, tout en s'adaptant à la demande sociale et à toutes les évolutions, pour ne pas dire révolutions technologiques. Voilà, alors les définitions rapides,
Je vais très vite. Évaluation, action d'évaluer, d'apprécier la valeur, résultat de cette action. Évaluer, 3 sens qu'on trouve dans les dictionnaires. Mesurer avec précision. Estimer, donner une valeur approximative. Et vous pourrez constater que ça veut dire exactement le contraire. Apprécier, donc ça c'est aussi un usage avéré, plus rare, mais qui veut dire apprécier la valeur de, puisque dans le mot évaluer, il y a le mot value qui veut dire valeur. Le test est une évaluation permettant de mesurer des connaissances et des compétences, alors par des activités calibrées, étalonnées, standardisées, des textes psychométriques, mais ça peut être aussi des tâches alignées sur un référentiel de compétences. La certification, une évaluation attestant d'un niveau de connaissance et de compétences. Quelques définitions encore, parce que je vais me servir de ces termes. Vous connaissez, hein, tout ça, je l'ai trouvé dans le manuel dont a parlé Neus hier. Hein, donc il y a plusieurs versions, donc ça c'était la version de 2011. Fiabilité, une évaluation est fiable si le rapport de performance entre les différents candidats demeure le même au cours de la passation d'une même épreuve. La validité, une évaluation est valide s'il y a concordance entre ce qui est mesuré par l'outil et ce qui est visé par l'évaluation. Et Macmillan ajoute quelque chose qui est très très important, c'est la validité d'un test ne concerne pas seulement son contenu ou sa structure proprement dite, mais aussi toute la démarche d'interprétation des résultats, etc., etc. Donc il faut qu'il y ait un construit aussi sur le jugement. L'équité, une évaluation est équitable s'il n'est pas fait de différence entre les candidats ou en termes de critères autres que ceux propres à l'évaluation. Par exemple, une différence d'ordre culturel. Okay. La faisabilité, c'est très important aussi. Une évaluation est faisable s'il y a concordance entre ce qu'elle entend mesurer et les conditions qu'elle met en œuvre à cette fin. Par exemple, si vous testez de la compréhension orale et que vous êtes dans un amphi où il y a un bruit terrible, etc., ça ne marche pas, donc ce n'est pas faisable. L'objectivité, une évaluation est objective si les résultats demeurent constants, indépendamment des examinateurs, des circonstances de la passation, etc. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, le CLES vient de montrer que la passation en ligne il n'y avait pas de différence notable entre la passation en ligne et la passation physique, enfin présentielle. Alors, un rapide historique, l'approche pré-scientifique qui s'inscrit dans une logique d'examen et de juge, mais qui manque d'objectivité et de fiabilité. Hein, voilà, donc on n'obtient pas les mêmes résultats au même test si on le répète. Et selon les examinateurs, on va pas avoir le même candidat peut avoir une note différente, on l'a vu. Donc il y a eu les travaux très importants de Laugier, Pierron, et à l'époque, en 1932, il y a une commission Carnegie en France qui a établi qu'il faudrait 127 correcteurs pour obtenir la valeur stable d'une dissertation de philosophie. Bon, c'était en 1932, hein. Peut-être que ça a évolué aujourd'hui avec les barèmes, les critères, tout ça, mais quand même, 78 pour une composition française, 28 pour un devoir d'anglais, 19 pour une version latine et 13 pour un devoir de mathématiques tout de même. Voilà. Donc, on a bien sûr, excusez-moi, je n'ai pas besoin de bouger là. Donc, en fait, l'approche structuraliste psychométrique dont a parlé Claude Springer hier intervient pour répondre à la demande d'objectivité et de fiabilité dans un souci d'évaluer la maîtrise du système linguistique. Donc là, c'est relativement simple puisqu'on évalue les compétences en grammaire, etc. Donc avec en contrepartie donc un effet d'atomisation et de décontextualisation. Alors on va trouver une trace de cette approche très modeste, mais dans une partie de l'épreuve du baccalauréat, appelée épreuve de compétences linguistiques, qui a vécu un certain nombre d'années, qui était sous la forme de questions de nature grammaticale, déconnectées du support. Hein. Et voilà, donc. Alors, à la suite de cela, il y a eu ce qu'on appelle l'approche sociolinguistique intégrative, à partir des années 60, parce que tout ça, c'est un peu en parallèle, hein, en même temps, cette historique. Hein. Les périodes se chevauchent, évidemment. À partir des années 60, la demande est en faveur d'une approche intégrée, testant à la fois la compétence linguistique fine et les savoir-faire, donc compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, malgré les difficultés en termes de coût
et d'attribution de scores en production orale ou écrite qui posent toujours problème. Le TOEFL est un très bon exemple de ce type de test qui a vraiment eu un intérêt très important à l'époque d'ajouter donc des compétences beaucoup plus proches des four skills et de ce qu'on appelle aujourd'hui les savoir-faire de réception et de production. Voilà, ce type d'évaluation semble à la fois valide, fiable et faisable, hein. Voilà. Alors pourquoi une quatrième approche, et en particulier celle du CLES? Donc, eh bien, cette approche socio-linguistique intégrative avait ses limites qui ont été dénoncées par un certain nombre de chercheurs. Et je commencerai par la critique de Bachmann en 90, qui déplorait en fait que ces tests qui alliaient savoir-faire et éléments discrets, donc discret ça veut dire séparé, portent sur le fait qu'il est impossible de déterminer la nature du lien entre les deux. Hein, donc c'est la première critique. Deuxième critique, c'est que ce type d'évaluation, selon lui, ne mesure que certains aspects de la compétence à communiquer langagièrement. Et on peut citer voilà, donc c'est-à-dire que la compétence, il fait la distinction entre la compétence à communiquer langagièrement et donc communicative language ability et actual communication. Donc dans la vie réelle, hein, c'est pas la même chose que quand on passe un test. Voilà. Alors il y a aussi d'autres chercheurs hein, que j'ai mis sur la diapositive, comme par exemple Himes. Bien sûr, le problème majeur, c'est que l'objet même de l'évaluation a évolué. On s'est dit, on ne va pas évaluer seulement la langue. Qu'est-ce que c'est? On a défini la compétence de communication d'une manière beaucoup plus complexe, avec l'intégration d'abord de la compétence de la composante socioculturelle avec Himes. Il y a aussi les travaux de Holler qui a défini un concept de Unitary Competence Hypothesis, qui est en fait un concept, alors il n'était pas dans la didactique, mais il a travaillé sur les processus mentaux et il montrait que quand on produisait de la langue, quand on essayait de comprendre un texte, on activait aussi les savoir-faire de production et inversement. C'est-à-dire que dans le fonctionnement cérébral, il y a une unité hein, de la compétence. Donc ça a aussi fait réfléchir hein, tout le monde. Il y a aussi eu les travaux de Charodeau, donc, qui parlaient de compétences sémio-linguistiques, c'est-à-dire la capacité d'un individu à utiliser et interpréter les signes linguistiques dans un contexte donné. Canal et Swain ont ajouté la compétence stratégique. Kerbrat-Orecchioni, elle, a forgé le concept de compétence conversationnelle et qu'elle définissait, enfin, que Springer a défini comme une archi-compétence. Et Springer a proposé un modèle qui s'appelle la marguerite de la communication, qui était une jolie fleur avec 5 pétales et au milieu la composante stratégique. Et les pétales, c'était, si je ne me trompe pas, la composante linguistique, sociolinguistique, socioculturelle, conversationnelle et discursive. Voilà, donc vous voyez que là, ça devient de plus en plus complexe. Hein. Donc, voilà, donc la nécessité d'une quatrième approche, alors que Huver et Springer ont appelé l'approche scénario par tâche intégrée, et moi que j'ai appelé donc approche socio-linguistique intégrative, pour reprendre le terme de Spolsky, de type actionnel. Alors, ce n'est pas tout à fait le même paradigme originel, hein, épistémologique, mais quand même, il y a le scénario qui est présent. Alors, j'aimerais maintenant parler de l'éthique du test, c'est un terme générique, éthique des tests, en termes de validité et de fiabilité, en vous montrant ce que j'ai, et d'objectivité, en vous montrant ce que j'ai appris dans mes projets, dans les projets auxquels j'ai eu la chance de participer. Donc, dans les années 2000, j'ai commencé à travailler à la DEP, donc la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective, sur la banque outils. C'était des outils qu'on créait en ligne pour les professeurs, et sur l'évaluation bilan en fin de troisième et en fin de primaire. Et à ce moment-là, on m'a demandé, en 2003, de prendre part en tant qu'experte pour la France. Je n'étais pas du tout experte, hein.
Et au projet de la Dutch Safe Grid, qui était mené par Charles Alderson à l'université de Lancaster. Et il y avait bien sûr Neus Figueras qui était là, il y avait Sauli Takala, il y avait Henk Quisper de Cito, donc des Pays-Bas, et un germaniste, Gunther Nord. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, ils ont été très gentils avec moi. Il s'agissait de construire une grille en ligne à partir du CECRL permettant une description et un standard setting des items d'évaluation développés en Europe. Ce travail s'est appuyé sur une analyse très fine des descripteurs, mettant en lumière toutes leurs failles que nous entendions corriger dans notre grille. Donc, on a relevé 4 types de problèmes, en fait, dans le CECRL. D'abord, des illogismes. Par exemple, l'opération reconnaître est mentionnée à A1, B1, C1, mais elle est absente à A2, B2, C2. L'opération d'inférence n'apparaît qu'à C1, une fois à A2, mais ni à B1 ni à B2. Il y avait aussi des problèmes de terminologie. Alors c'est petit, je ne sais pas si vous allez voir, mais le cadre utilise des verbes différents, indicatifs de la compréhension. Donc on les a répertoriés dans une table, certains étant intransitifs, d'autres transitifs. Se pose aussi la question de la synonymie. Le troisième problème, c'était l'absence de définition de termes. Par exemple, un texte simple, un texte court, un texte long. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Aujourd'hui, on a affiné tout cela. Là, je parle du document tel qu'il est paru en 2001. Enfin, des failles aussi existent dans l'absence de description des opérations mentales en référence à une théorie de la compréhension, par exemple. La distinction entre fait et opinion n'est pas explicitée. Détails pertinents ou non pertinents, tout ça, voilà, il faut interpréter. Et aussi, on n'avait pas de définition des types de discours, par exemple. Donc, on a été obligé de faire appel à un chercheur, enfin, bon, voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est une grille, c'est la grille, la Dutch Grid qui a été utilisée pour l'examen finlandais de fin de lycée. Donc, vous voyez, il y a le texte au début. Alors, je dois avoir un pointeur. Voilà, ici. Donc, c'est le texte qui est à comprendre. Après, il y a... Alors, mon pointeur, il n'est pas très bien. L'item. Et puis ensuite, il y a tout le descriptif de la... donc, c'est la spécification, en fait, et de l'item et de la tâche. Et finalement, en dessous, c'est les résultats. Donc, voilà. Donc, on avait des points qui permettaient de situer... alors, c'est ça que j'ai appris. C'est ça que je voulais vous montrer. Ce que j'ai appris. Voilà, donc là, on peut définir à partir de cette spécification que la tâche va se situer à B2. Alors, ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas le texte qui possède un niveau, mais la personne qui le lit. Ce n'est pas l'item qui possède un niveau, mais la personne qui le traite. Et le niveau global requis pour réussir une tâche est déterminé par le croisement entre la difficulté du texte et la difficulté de l'item ou de l'activité, quand on parle de tests qui ne sont pas de cette forme-là. Vous voyez, donc là, par exemple, je vous ai donné un exemple pour vous montrer que ce n'est pas si simple. Là, vous voyez un texte. Bon. Et vous voyez l'item. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une discussion à avoir. Parce que si on s'intéresse au niveau requis pour comprendre le texte, on ne va peut-être pas dire A1, on va peut-être dire, voilà, je ne sais pas ce que vous allez dire. Bon. Comment? B2, C1 peut-être, voilà. Voilà. Par contre, si vous regardez l'item, A1, il y a des chances que ça soit A1, peut-être A2, parce qu'il y a le mot ingredients aussi, etc. Donc, en fait, alors c'est la recette classique spanakopita que je n'ai pas goûtée, mais qui a l'air très bonne. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, la standardisation ou le standard setting ne peut pas se faire seul. Il doit se faire en équipe. Et ça, c'est vraiment très, très important.
Donc, on ne peut pas estimer le niveau d'une tâche tout seul. Deuxième projet, Building a European Bank of Anchor Items for Foreign Language Skills, EBAFORS 2004-2007, avec des partenaires, 8 pays partenaires. Et le but était d'essayer de construire une banque d'items, une banque européenne d'items d'ancrage. Alors des items d'ancrage, ça voulait dire chacun apportait certains items d'évaluation, on les mettait dans un pool et on les faisait tester. Donc on a partagé, on a spécifié ces items, on les a standardisés, on les a fait passer à des étudiants des différents pays et on a analysé les résultats. Et le but était d'avoir une sorte de banque qui permettait ensuite de relier nos propres items à ces items d'ancrage. Bon, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc les problèmes étaient de l'ordre des types d'items d'abord. Tous les pays n'utilisent pas les mêmes types. Il y en a qui utilisent des questions ouvertes, des questions fermées, des QCM, des exercices lacunaires et tout. Et donc ça biaise les choses. On a eu aussi des différences dans l'emploi des instructions et consignes. Par exemple, certains pays n'avaient pas de consignes, mais des instructions. D'autres avaient des instructions, mais pas de consignes. D'autres, des instructions et des consignes. La question de la langue des consignes aussi. Donc, l'Écosse et la France étaient les seuls à vouloir des consignes dans la langue source. Mais les autres pays ne comprenaient pas pourquoi. Donc, il y a eu toute une discussion. Finalement, on a fait un pilote. Et on s'est rendu compte, c'est un pilote qui a été fait avec des items français pour des étudiants suédois et des étudiants écossais. Et on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait une différence. Quand le test avait des consignes dans la langue cible, on n'avait pas les mêmes résultats que quand ils étaient dans la langue source, d'accord, la langue officielle du pays. Donc, et en même temps, quand on a fait un questionnaire de contexte avec ces étudiants, et ils nous ont dit qu'ils trouvaient ça mieux que ce soit dans la langue cible. Vous voyez ? Parce qu'ils trouvaient que c'était plus logique. Donc, nous, à la DEP, après, on a convaincu qu'il fallait mettre les items dans la langue cible pour le secondaire, les consignes, excusez-moi, dans la langue cible pour le secondaire, puisque le vocabulaire était censé être acquis au niveau A2, etc. Bon. Alors, ce que j'ai appris, donc, voilà, ce sont des cultures d'évaluation différentes. Le modèle de réponse à l'item utilisé par les psychométriciens repose sur un présupposé que je considère tautologique, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a un certain nombre d'étudiants qui sont a priori au niveau B1 et on leur fait passer des tests et tous les items qui correspondent à leur niveau, on dit c'est des items à B1. Hein, donc vous voyez, c'est un peu le serment qui se mord la queue. Voilà. Troisième projet, je vais passer vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai coordonné un projet à ICML dans la foulée, donc avec des collègues, donc Monique Reicher de l'Université du Luxembourg, Riley Hilden de l'Université d'Helsinki et Magdalena Lehmann de l'Université de Pécs en Hongrie. Et nous avons essayé de proposer une grille qui est utilisable en ligne et qui calcule automatiquement un niveau à partir de la Dodge Grid, mais en l'élargissant, en donnant une estimation de niveau, de dossier, d'unité de manuel, etc., en remplissant aussi les cases compréhension orale, selon les tâches qui étaient demandées et en s'alignant sur les descripteurs du cadre. Bon, on a travaillé avec des professeurs de 25 pays qui sont venus faire un atelier, un professeur par pays, et vraiment, j'ai vraiment appris leur expertise. Hein, c'est vraiment de grands experts, et ils nous ont... En fait, cette grille, elle est trop complexe, elle est trop longue à utiliser, donc elle n'a pas eu un grand succès, mais elle était intéressante pour les enseignants. Et elle permettait aussi de créer des banques, une banque de sujets, par exemple, dans un établissement. On peut aller chercher un dossier, il est spécifié, il est... voilà. En même temps, l'idée aurait été aussi qu'on pouvait positionner le niveau d'un cours en utilisant cette grille aussi, c'est-à-dire les dossiers qu'on utilise dans un cours, les sujets, les tâches, pouvaient définir le niveau d'un cours. Et tous les étudiants ou tous les élèves qui réussissent le cours, qui suivent le cours, sont à ce niveau-là. Vous voyez, donc bon, c'est pour se débarrasser un peu des tests. Voilà.
Alors, j'ai travaillé à l'ADEPE, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'avance. Donc, voilà ce que j'ai appris. Et puis, alors c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est qu'on a travaillé avec Pascal Manouilov, qui a fait sa thèse sur cette question, sur l'interaction orale, où elle a comparé l'interaction professeur-élève et l'interaction élève-élève. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait proposé dans l'ANR qui n'a pas été pris. On a proposé 2 fois, mais qui n'a pas été pris. Et qui visait à tester aussi la différence d'interaction selon ces deux modèles, ces 2 formats. Et donc, on s'appuie sur des travaux, hein, vous pouvez voir les noms de chercheurs ici, qui ont travaillé sur les questions d'asymétrie dans l'interaction orale. Et donc, l'hypothèse, c'était que les professeurs allaient rester dans leur rôle, dans leur fonction sociale, et n'allaient pas rentrer dans la tâche avec l'élève, et que les élèves allaient peut-être réussir mieux sur le plan pragmatique, puisqu'ils étaient à égalité dans leur fonction sociale. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu caricatural, vous allez voir, mais voilà. Donc ça, c'est professeur-élève. And what would you like to eat at the beach? Some shishi. Some? Churros. Okay, very good. What else? I don't know. What about you? I would love to eat sandwiches, a big sandwich, and then something cold and delicious. Something cold and delicious. Cold. Water. Yeah, and delicious. Soda. It could be strawberry, vanilla, what else? Chocolate, ice cream. Ice cream. Yes. Okay. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé le syndrome de l'interrogatoire. Hein, donc voilà. Et là, à contrario, vous avez 2 élèves qui échangent. Have you ever been to London before? C'est pas très fort. It's my first time. Okay. What do you suggest to visit? Do you like sightseeing? Yes, of course. What are you like doing? I like reading. Dancing, I like music. Okay. Have you an idea for the visit? Yes, I'd like to go shopping. Okay. What would you like to buy? Bon, j'arrête, c'est un petit peu long, mais en fait, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que on a l'impression que l'échange est beaucoup plus axé sur la tâche quand il est entre élèves. Quand c'est avec un enseignant, c'est plus axé sur le linguistique, en quelque sorte. Mais les résultats donc, globaux montrent que c'est difficile de trancher en faveur de l'une ou de l'autre des conditions, car l'interaction élève-élève est parfois limitée au plan linguistique, hein, et culturel, hein, et requiert une certaine homogénéité de niveau entre les interactants. Ça, ce sont les travaux de Galacci en particulier. Hein. Donc on voit donc que l'éthique de l'évaluation ne concerne pas seulement la validité du construit et la fiabilité du test, mais aussi la faisabilité. Une évaluation est faisable s'il y a concordance entre ce qu'elle entend mesurer, hein, la réalisation d'une tâche, et les conditions qu'elle met en œuvre à cette fin. Hein, donc voilà. Et aussi l'objectivité, parce que les élèves n'ont pas le même résultat quand ils interagissent. Donc cette étude l'a montré, lorsqu'ils interagissent avec un professeur ou lorsqu'ils interagissent avec un camarade. Alors maintenant, je passe rapidement, donc, excusez-moi, je suis un peu en retard, mais l'éthique de l'évaluation, l'exemple du CLES. Donc, et c'est là je reviens à mes 4 questions. Donc, vous connaissez ça, donc je ne vais peut-être pas tout lire. Hein. Qui évalue qui, pourquoi, comment et pourquoi. Bon, les centres CLES, etc. Les évaluateurs reçoivent une formation, et ça, c'est très important. Voilà, le quoi, c'est donc 11 langues, avec les compétences dont on a parlé hier. C'est un proficiency test et pas un achievement test, contrairement à Cambridge Exams, hein, qui en général propose un examen à la fin d'une formation. Là, ça n'est pas le cas. Hein. Ce sont des tests qui peuvent se vivre à n'importe quel moment et pas forcément donc en lien avec un cours. Alors, dans le comment,
voilà, donc j'ai fait une liste, hein, peut-être elle n'est pas exhaustive, mais on a donc un type de test sur scénario, des sujets validés, des grilles de corrélation validées, un class présentiel et numérique, un comité scientifique international, le réseau NALTI. Donc tout ça, ça fait partie du comment, à mon sens, hein. Et du côté des institutions, donc pourquoi faire? Donc du côté des institutions, c'est délivrer un certificat, valider un diplôme, sélectionner aussi, hein. Mais du côté de la personne qui passe le test, eh bien, on a l'intérêt donc de se voir attester un niveau, obtenir un certificat à vie. Alors ça, c'est peut-être discutable, hein. Faciliter la validation d'un diplôme dans certains cas et obtenir un emploi, etc., etc. Alors, l'éthique du CLES, j'ai essayé de voir par rapport aux autres tests, aux autres projets. Donc, la Dutch Grid, elle était vraiment centrée sur la validité, hein, c'était le point de vigilance. eBaffle, c'était la fiabilité, hein. Self-Esteem, c'était plus sur la faisabilité et la fiabilité aussi. Et le projet évalué, donc avec Pascal Manoilov, on s'intéressait à l'objectivité, c'est-à-dire est-ce que ça bouge selon la personne à qui on s'adresse. Alors le CLES, il me semble que la formation qui est mise en place pour les concepteurs, elle traite de la validité en particulier, hein. La formation mise en place pour les évaluateurs, hein, avec les guides de correction, les grilles, etc., elle s'intéresse davantage à la fiabilité. Elle essaye de garantir la fiabilité. Ce qui concerne les dossiers donc français, hein, puisque apparemment on n'utilise pas de dossiers qui viennent d'autres pays, donc il y a une certaine homogénéité culturelle. La faisabilité est ainsi garantie. On a des centres CLES habilités, etc. Et donc, il me semble que tout cela va dans le sens aussi de l'objectivité et de la fiabilité. Tout ce qui se fait aussi avec le réseau NALTI en termes de standardisation, etc. Alors, enfin, l'interaction peer-à-peer, hein, qui est proposée dans le cadre du B2, à la fin donc, de l'évaluation, comme dernière compétence évaluée, me semble aussi aller dans le sens de l'équité et de la justice, avec toujours quand même comme réserve que les deux candidats soient à peu près de même niveau. Sinon, il peut y avoir des biais importants, en particulier pour la personne qui est la plus compétente. Alors, juste pour résumer, l'éthique du CLES, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est très intéressant dans le CLES, c'est la recherche de l'équilibre entre la scientificité d'un côté et l'éthique centrée sur la personne, sur les étudiants, hein, dont a parlé Julia hier. Donc une approche holistique, le multilinguisme, le taux de réussite en hausse de 45% à 75%, je crois, d'après les chiffres que j'ai vus. Bon, peut-être ils ont bougé encore, avec la possibilité de valider un B1 en passant un B2, de valider un B2 en passant un C1. Tout ça va dans le sens du service à la personne. En même temps, bon, on peut être déçu, hein, on passe un B2, on se retrouve avec un B1, bon, mais quand même, on a un certificat. Voilà. Il y a le CLES numérique aussi qui permet un certain gain de temps. Alors les perspectives, je pense que la première chose, ça pourrait être de moduler le mode d'évaluation en fonction des besoins. Donc ça, je m'appuie sur les travaux de Puren, sur les 5 sens de l'évaluation. Alors là, je vais vous en montrer 4, parce que le 5e, c'est choisir le sens le plus approprié à la situation. Donc le premier, c'est l'évaluation descendante. Donc on descend les points, c'est comme ça que sont évalués les étudiants au concours, en version, en thème, hein. On descend les points fautes, et voilà. Ensuite, il y a le modèle vertical ascendant. Donc ça, c'est l'optique du cadre même, hein, puisqu'on va monter les compétences, on voit ce que l'élève sait faire positivement, etc. C'est aussi ce qui se passe peut-être dans le CLES, le CLES B1 par exemple, etc. Bon. Il me semble que... Alors, il y a le modèle horizontal et le modèle transversal. Donc, je vais parler du modèle horizontal.
il me semble que, et ça c'est un modèle qui est très utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, vous faites un cours, a priori tous les étudiants sont à B, et puis certains vont avoir A, et puis certains vont avoir C, puis d'autres vont rester à B ou B+, etc. Donc on module au-dessus d'une norme, d'une moyenne, si vous voulez. Et donc il me semble que l'approche, on passe un B2 et on se voit délivrer un B1, c'est un peu ça en fait. C'est un modèle horizontal où on va moduler autour de la barre de B2. Et alors, moi, je pensais que le modèle transversal était particulièrement approprié si l'on voulait développer un class progressif, c'est-à-dire, et je pense qu'avec le numérique, c'est possible, à condition d'avoir une équipe d'ingénieurs et que ce soit un projet ANR, par exemple, quelque chose, une recherche-développement qui permettrait de développer un outil apte à cela. Ce serait en fait de faire évoluer la difficulté des supports en parallèle de la difficulté des activités. C'est-à-dire que la tâche, si on combine la difficulté des supports et la difficulté des activités qu'on propose, eh bien, on aurait une tâche qui irait de plus en plus vers B2, par exemple, qui pourrait commencer à A2 et qui pourrait aller vers B1, vers B2, et que ça soit celui qui passe le test qui avance en autonomie en quelque sorte, vous voyez. Il faudrait peut-être réfléchir davantage. Alors, deuxième possibilité, délivrer un niveau global et un niveau détaillé par compétence. Parce que je sais très bien que c'est un point très sensible du CLES, c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas revenir sur l'histoire de la non-compensation des compétences. Vous connaissez. Mais je trouve que pour la personne, si on voit c'est un service à la personne, eh bien, la personne est en droit de savoir si elle a atteint le niveau quand même, le niveau B2, par exemple, en compréhension écrite. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir un certificat global, et puis, qui est à B1, mais elle sait, elle pourrait le montrer à des gens qu'en compréhension écrite, elle est à B2, par exemple, vous voyez. Voilà, bon, je continue. Les perspectives, s'aligner sur le DELF et le DALF en matière de comptabilité. Alors, là, je vous ai fait un petit tableau. Et je me suis rendu compte que le DELF et le DALF, ils sont quand même plus généreux avec leurs candidats, puisque pour réussir, il faut avoir 50% des points, mais il suffit d'avoir 5 sur 25 dans une compétence. Et le CLES, c'est 10 sur 25. Donc vous voyez que mathématiquement, si on choisit 5 sur 25, le taux de réussite va monter drastiquement, je pense. Bon. Et après, il y a des questions voilà. Est-ce qu'on donne un B2 alors qu'une personne n'a que 5 sur 25 en expression orale? Voilà, c'est la question. Dernière perspective, développer le réseau NOLTI. Je pense que c'est la meilleure chose que le CLES ait fait depuis toutes ces années. C'est vraiment ce réseau, ce compagnonnage européen. Donc réfléchir ensemble, continuer à réfléchir ensemble, à faire des séminaires, des rencontres sur la formation, la recherche. Je pense que c'est important peut-être de déposer des projets avec des doctorants, par exemple. Vous voyez, ça, c'est vraiment une perspective intéressante parce qu'on a des moyens à ce moment-là, on a de l'argent quand on obtient un projet ANR ou un autre projet. L'utilisation de l'IA qui pourrait aussi être réfléchie, je ne sais pas, moi, pour la correction, pour la création de sujets, mais bon, il faut voir. Mais je pense que l'IA peut être une vraie aide, comme elle l'est pour nous tous aujourd'hui. Le partage des sujets, quand c'est possible. Alors, on a bien vu qu'on ne pouvait pas aligner, on a vu avec le projet eBaffles, on a vu aussi hier, quand il y a eu la table ronde, qu'on ne pouvait pas ensemble partager des sujets qui proviennent de cultures didactiques très différentes, entre les langues, entre les pays, mais quand même, je veux dire, on peut très bien avoir un sujet commun, pourquoi pas? Vous voyez, même si voilà, les formes sont peut-être différentes, mais on peut partager et on peut emprunter peut-être des modes aux autres pays. Enfin bon, c'est pas les différences qui posent un véritable problème. C'est au contraire, je pense que ça fait dialoguer. Alors pour conclure, je dirais que
on est toujours dans cette recherche d'équilibre entre l'éthique centrée sur le test, parce que moi, si je passe un test, je veux qu'il soit fiable et valide, et je veux qu'il soit objectif, et je veux qu'il soit faisable, et je veux qu'il soit... Voilà. Donc c'est normal de me rendre aussi cette part, hein, c'est vraiment très important. Et en même temps, il faut qu'il soit centré sur la personne. C'est-à-dire que avant tout, c'est la personne qui va... c'est intime aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on passe un test, on est évalué sur des compétences, on touche à l'intime de la personne. C'est pas très agréable d'être évalué en général. Alors, je voudrais terminer par 2 citations. Je reviens à mes premières amours là, du début de la présentation. Gardner, hein, qu'on avait cité en premier, dit « Évaluer, c'est recueillir des données sur les compétences et les potentiels des individus dans le... » Non, je n'ai pas commencé par le bon, c'est pas grave. Je vais mettre les 2 comme ça. Voilà. Évaluer, c'est recueillir des données sur les compétences et les potentiels des individus dans le double objectif de leur en faire retour utilement et de procurer des informations indispensables à la communauté environnante. Et puis, notre ami Spolsky, qui avait l'air si pessimiste, hein, dans sa première intervention, continue en disant « At the same time, I expect to continue to see good research into the nature of language proficiency and the continued demonstration of possible ways to assess its relevance to define social purposes. » Donc c'est vraiment cette question, hein, de l'intégrité sociale aussi, de la prise en considération, comme on a dit hier, de la personne située dans un contexte avec toute la démarche de l'inclusivité, etc., qui me paraît la plus importante aujourd'hui. Donc, in fine, le cap déontologique devrait être celui du sujet humain qui passe une certification d'abord pour lui-même et ensuite pour autrui. À charge pour les concepteurs de maintenir la scientificité du construit et la faisabilité, la fiabilité, l'objectivité du test. Je vous remercie. Voilà, donc là, j'ai... Merci beaucoup, Claire, pour tous ces points qui nous parlent évidemment directement. Donc, on a envie de prendre des notes. Enfin, on prend des notes et on se dit, faudrait y penser quand on fait ci, quand on fait ça. C'est vraiment directement à la fois applicable et ça nous fait prendre aussi de la distance. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole à la salle. S'il y a des questions, j'imagine qu'il y en a, des remarques. Merci Claude, il y en a une première. Test, oui, très bien. Oui, merci Claire pour cette présentation qui permet de voir un petit peu voilà, l'étendue de la chose, et c'est vrai que c'est important. Alors moi, c'est juste un témoignage, parce que je trouve que l'histoire de la standardisation, pour moi, c'est un ballon de baudruche. Hein. Et j'avais participé, c'est ça l'anecdote, pour le DELF et le DALF, hein, où il s'agissait de créer une banque d'items validés, standardisés. Donc, je faisais partie d'un groupe de francophones, on va dire. Voilà. Et il fallait mettre dans cette banque de données des items en les répartissant B2, C1, C2. Donc, on est là sur des niveaux élevés qui mettent en jeu la négociation. La négociation, c'est la modalisation, si on veut justement savoir exactement ce qu'on fait. Donc, j'ai demandé aux psychométriciens du CIEP sur quel principe linguistique on va s'appuyer. Donc, si on est sur la modalisation, pour moi, c'est la linguistique de l'énonciation. Voilà. Il m'a envoyé dans les roses en disant « Mais mon cher monsieur, nous allons dire que c'est du C2 si, sur les 20 que vous êtes, la majorité dit que c'est du C2. Et sinon, on va faire la même chose en disant « Mais alors, est-ce que ce serait du C1 ?» Et si on a des statistiques qui prouvent que la majorité dirait « Oui, c'est plutôt du C1 », on va mettre cet item dans la banque de données du C1, ainsi de suite. Bon, voilà la standardisation. Au niveau de l'éthique, je tique. Tu as raison, mais
moi, je ne connais pas bien le DELF et le DALF, hein, mais je sais que la standardisation à laquelle j'ai participé, en tout cas, elle était basée sur le cadre. Donc, je sais que tu as des réserves, mais on avait essayé de combler les failles, comme je l'ai montré, c'est-à-dire on avait vu les problèmes du cadre qui ne permettaient pas d'aligner vraiment. Et c'était... c'est-à-dire que il y avait quand même un référentiel, hein, qui était utilisé. C'était pas juste, je pense que c'est AB2 ou je pense que c'est AC2. C'était d'abord une spécification. C'est-à-dire que la familiarisation avec le cadre, la spécification, où tu décris précisément les choses en référence avec tous les descripteurs, et ensuite la standardisation. Et après, les psychométriciens testaient, et c'est là où je dis qu'il y a une tautologie, c'est-à-dire qu'ils testaient avec des élèves qui étaient censés être au niveau B1, par exemple des élèves, je ne sais pas moi, de première, ou voilà, et ils confirmaient ou non. Enfin, donc, et quand l'item n'était pas au niveau, c'est-à-dire quand il y a la question du R bis, quand le R bis est supérieur à 0.20, c'est-à-dire c'est 0, 20 jusqu'à 1, si le R bis est inférieur à 0,20, on considère qu'il n'est pas discriminant. Ça veut dire que quelqu'un qui est à A2 peut le réussir, alors qu'il ne devrait pas, vous voyez, parce qu'il n'est pas à B1, par exemple. Donc, en fait, il y a quand même une démarche. Donc, je ne sais pas, ton expérience, c'est ton expérience. Moi, j'ai une expérience un peu différente. Oui. C'est pas la même chose que ce que tu viens de dire. Oui, je dis, moi, je parlais des banques d'items qui sont créées par beaucoup de certifications européennes. Là, tu parles d'une autre démarche, mais la plupart de ces organismes fonctionnent par rapport à ça. Là, vous étiez dans une approche plus pédagogique, on va dire, etc. Bon. Sans doute. Intervention. D'autres questions? Questions, commentaires? remarques? Alors, il faudrait faire pas. C'est pas une question, simplement Claire, je crois que je voudrais te dire un énorme merci, mais vraiment, pour tout ce que tu as fait pour le CLES pendant toutes ces années, à nous nous inspirer par tes recherches et à nous donner des arguments qu'on pouvait renvoyer au ministère, aux tutelles, etc. L'interaction B2, on a tout fait pour la garder peer-to-peer, parce que justement, nous pouvions nous appuyer sur les recherches que vous aviez faites avec Pascal, etc. Moi, j'ai rien d'autre à te dire à part merci, simplement. Du fond du cœur. Merci à vous. Hein. J'ai fait ce que je peux, en fait, voilà, mais je ne suis pas... Parce qu'effectivement, ça nous donne des éléments vraiment, tu vois, quand tu reposes les questions qu'on doit continuer à se poser. C'est pas anecdotique de choisir la langue de la consigne à tel niveau. C'est pas anecdotique de poser telle ou telle question à tel moment. Tu vois, par exemple, le niveau du texte ou le niveau de l'item ou le niveau de la personne, etc. C'est des choses qui vont parfois, on croit, ça va de soi, mais ça ne va pas de soi. Et si c'est pas répertorié de la façon claire et comme tu l'as fait même aujourd'hui encore pour nous tous, je pense qu'on s'y perd et on est un peu le nez dans le guidon. Donc, c'est vraiment très, très important pour la communauté. Donc, oui, merci. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'on continue à poser des questions. Ou est-ce que c'est l'heure de la pause? Non, on a encore le temps pour une question? On a 5 minutes si vous voulez poser des questions. Sinon, on peut poser les questions à la pause aussi. Ou continuer les... C'est une question complexe, hein, l'évaluation. Oui. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais voilà. Mais c'est bien. Bonjour, merci beaucoup. En fait, toutes les questions qui sont là, moi, je me les pose depuis des années. Et parce qu'en fait,
En Colombie, où j'ai été formée, on était en train de réfléchir pour faire un test d'espagnol pour pouvoir proposer espagnol comme langue étrangère. Donc, j'avais analysé tous les tests. Et pour moi, toujours, l'examinateur contrôlait l'échange. Donc, quand je suis arrivée en France, et Annick m'a proposé d'aller au congrès à Lille et que j'écoutais, il y a les classes. Pour moi, c'est quoi les classes? Parce qu'en Colombie, on ne l'utilise pas. Et j'ai vu cette interaction en binôme. Ça a vraiment changé cette vision de mais comment on peut créer des évaluations et proposer des interactions en binôme. Et du coup, c'est à partir de ça que, pour ma thèse, j'ai pris une adaptation parce qu'on n'a pas les classes A2. Et les niveaux de mes étudiants étaient plutôt B1-, A2. Et c'est ça, pendant donc 4 ans, que j'ai travaillé comment on pourrait proposer une épreuve en échange à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Je vais lire encore une fois beaucoup de choses que vous avez montrées. Et j'espère qu'on pourra discuter un peu plus tard. Merci beaucoup. Et je pense que vous pourrez lire la thèse de Pascal Manoilov qui est en ligne. Hein, si vous allez sur le fichier central des thèses, vous la trouvez. C'est passionnant. Et en fait, c'est pas si simple, même c'est ce que j'ai dit, hein, parce que en fait, c'est tous les travaux de Vygotsky aussi, de Landtolf, hein, sur le modèle socioculturel. La personne avec qui on échange, c'est une relation en quelque sorte, et il y a vraiment une incidence si le niveau n'est pas le même. Et donc, au niveau du CLES, je pense que c'est vraiment une question, quoi. Et peut-être on peut en discuter. Est-ce que vous avez eu des cas d'interaction orale où il y a une personne qui est visiblement beaucoup plus... Moi, je l'ai fait passer et j'ai vu que dans certains cas, ça fonctionnait très bien. Dans d'autres cas, ça fonctionnait moins bien. Mais aujourd'hui, c'est sans doute mieux encadré. Je t'ai déjà trouvé une prochaine question pour notre prochain comité scientifique parce qu'on a un nouveau format C1 et on a une table ronde avec plusieurs candidats. Et la question s'est posée dans les premières expérimentations, quel est le rôle de l'évaluateur et les premiers retours d'expérience nous disent qu'il faudrait qu'il intervienne. Parce qu'on est dans une table ronde, justement, où quelqu'un doit animer les débats. Mais en t'écoutant, je me suis dit, mais il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions et qu'on donne aussi les bons guidelines, comment je trouve pas les mots, enfin donner des indices, oui, voilà, je trouve plus des prompts, oui, des formules. Un guide aux évaluateurs pour qu'ils n'interviennent pas trop et pas ni sur le contenu, voilà. Donc ça, il faut qu'on soit. Je pense à ça de façon très pragmatique parce qu'on vient avec ce nouveau format et les premières expérimentations d'avoir des retours sur oui, il faut que l'évaluateur intervienne davantage. Au début, on l'avait un peu laissé en dehors. C'est un format table ronde, mais il faut qu'on mesure tout ça. Donc voilà, je te propose un comité scientifique qui traite du nouveau format C1. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des travaux sur ça, hein, et voilà. Et donc, je pense aussi que dans l'idéal, tout le monde devrait réussir le CLES au niveau où il le passe. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple Dialang, je ne sais pas si vous connaissiez, qui permettait de situer à partir d'un test lexical. Donc c'était un test en ligne qu'on pouvait faire en autonomie avant de se présenter à un autre test. Et donc il y a des mots qui existent dans la langue et des mots qui n'existent pas. Et à partir de cette question, on doit écarter les mots qui n'existent pas. On pouvait nous situer sur la grille. Alors bon, je ne sais pas comment, hein, mais ça a été fait aussi par Neusch et par Sauli Takala. Donc c'est vraiment des gens qui ont fait énormément de choses. Et là, en fait, on pouvait se dire, ben voilà, je vais passer le test à B1 parce que c'est pas la peine que j'essaye B2, par exemple. Vous allez me dire, ben c'est dommage, mais non, parce qu'en fait, à ce moment-là, on a des gens de niveau apparemment équivalent. Bon. Et ils réussissent le B1. Bon. Sauf avec la non-compensation, des fois, on a des surprises. Mais, bon. Mais là aussi, tu soulèves une question qu'on se pose de façon récurrente dans les établissements. Est-ce qu'on fait passer un test de positionnement avant ou pas? Et ça, il y a des discussions assez âpres parfois en disant non, il faut que tout le monde puisse le passer. Mais c'est pas juste une question de logistique, si on va dans ta logique aussi, c'est une question de leur donner de fiabilité. Donc ça soulève aussi, deuxième. On a un ordre du jour qui commence à devenir chargé. Oui. Merci beaucoup Claire d'avoir
d'avoir abordé la question de l'évaluation sous l'angle de l'éthique, parce que ça nous ramène à l'essentiel. Moi, j'avais juste une petite question concernant l'évaluation et la certification. Est-ce que tu vois des enjeux spécifiques à la certification du point de vue éthique, ou bien est-ce que pour toi, ce sont les mêmes enjeux pour l'évaluation et pour la certification? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire qu'est-ce que la certification ajoute à l'évaluation en termes éthiques, c'est ça? Non, pas exactement, Claire, mais le fait, par exemple, que une certification, ça peut servir pour partir à l'étranger, par exemple, pour un échange international. Est-ce que pour toi, ça fait que les enjeux éthiques de la certification et de l'évaluation sont un peu différents ou pas? Je ne sais pas, je ne vois pas trop en fait la question, mais je pense que c'est... Tu veux répondre? Non, je ne sais pas non plus. Mais j'avais juste ça, parce que ça m'a rappelé une autre question, mais je ne veux pas détourner la question. Vas-y. Je veux laisser Marie-Hélène aller au bout de sa question. Non, mais apparemment... Non, c'est simplement, tu as fait une allusion tout à l'heure, et c'est une question que je me pose souvent, sur le fait que la certification CLES est valable à vie. Oui. Et ça, c'est vraiment un point qui interroge. C'est à la fois une valeur ajoutée, mais c'est une valeur... mais on n'est pas à vie on n'est pas à vie dans un niveau. Donc, bien, ça, mais le CLES, c'est une certification, justement. Donc, c'est pour ça que ça m'a rappelé cette question. Et c'est peut-être ça le lien, je ne sais pas, au niveau... Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'en fait, on est un diplôme, donc on ne peut pas nous dire qu'on n'a plus le diplôme. Non, mais tout ce qu'on peut faire avec une belle certification, c'est formidable. On peut aller, comme tu dis, on peut dire, voilà, c'est comme une vaccination, quoi. On peut passer toutes les frontières. Bon. Mais ça peut aussi être utilisé d'une autre manière. Donc, tout est une question de regard. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est de remettre l'humain au centre. Et pas parce que ça peut être utilisé, comme le disait Spolsky, pour sélectionner, pour écarter, pour tout ça. Donc après, il y a des enjeux politiques. Mais moi, je crois que le CLES a vraiment une mission particulière, ou une tâche, pas parler, particulière, précisément une opportunité, comme on pourrait dire en anglais, une opportunité de rester droit dans ses bottes et de vraiment proposer un test éthique. C'est-à-dire donc la certification, elle doit être bénéfique à celui qui la passe. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça, je pense encore. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être utilisée à mauvais escient. Je veux dire, tout peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient, pour parler simplement. Merci beaucoup. Peut-être le mot de la fin, ou en tout cas qu'on continue la discussion autour d'un café, c'est ça? Exact. Voilà. Donc, on a quelques minutes. Merci Claire. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Voilà.